Salut à tous. Au Moyen-Orient, certaines décisions se prennent en quelques secondes, mais leurs conséquences peuvent durer pendant des années. Pendant plusieurs heures, tout semblait indiquer que les États-Unis et Israël se préparaient à une nouvelle confrontation majeure avec l'Iran. Des appareils auraient été mobilisés, les systèmes de défense israéliens placés à un niveau d'alerte extrêmement élevé, les forces américaines maintenues en état de préparation, tandis que les gouvernements de la région retenaient leur souffle. Puis, au dernier moment, Donald Trump a annoncé la suspension de l'opération militaire envisagée contre les infrastructures énergétiques et stratégiques iraniennes. Selon la version présentée par le président américain, l'Iran et plusieurs pays du Moyen-Orient auraient demandé aux États-Unis de laisser une dernière chance à la diplomatie. Les grandes lignes d'un arrangement concernant le détroit d'Ormuz et potentiellement le programme nucléaire iranien auraient commencé à prendre forme. Mais du côté de Téhéran, le récit est totalement différent. Les responsables iraniens rejettent l'idée selon laquelle ils auraient supplié Washington d'interrompre l'attaque. Des voix proches du pouvoir présentent même la décision de Trump comme une retraite américaine, une nouvelle preuve, selon elles, que les États-Unis ne seraient pas prêts à supporter le coût d'une guerre régionale contre l'Iran. Alors, que s'est-il réellement passé ? Donald Trump a-t-il reculé sous la pression des pays du Golfe, inquiets pour leurs installations pétrolières et leurs économies ? A-t-il compris qu'une frappe contre l'Iran risquait de provoquer une réaction incontrôlable du Hezbollah, des Houthis et des milices chiites irakiennes ? Ou bien, cette suspension fait-elle partie d'une stratégie plus complexe, conçue pour maintenir une pression maximale sur Téhéran, tout en divisant les différents centres de pouvoir iraniens ? Une chose est certaine, l'attaque n'a pas nécessairement disparu de l'agenda américain, elle semble plutôt avoir été temporairement gelée. Les forces restent positionnées, Israël demeure sur ses gardes et Washington affirme que l'option militaire peut être réactivée si les négociations échouent. Autrement dit, le Moyen-Orient n'est pas entré dans une période de paix. Il se trouve dans une pause extrêmement armée. Le premier dossier, au centre de ces négociations, concerne le détroit d'Ormuz. Cette voie maritime étroite constitue l'un des points les plus sensibles de l'économie mondiale. Une part considérable des exportations énergétiques du Golfe doit passer par cette zone. Chaque menace contre la navigation entraîne presque immédiatement une hausse des prix du pétrole, des coûts de transport et des primes d'assurance maritime. Même lorsqu'un passage reste techniquement ouvert, la simple possibilité d'une saisie, d'une attaque ou d'une inspection forcée peut suffire à éloigner les compagnies maritimes. Les armateurs ne regardent pas seulement les déclarations politiques. Ils évaluent la probabilité qu'un navire soit immobilisé, qu'un équipage soit menacé ou qu'une cargaison soit prise au piège d'un affrontement militaire. Téhéran aurait tenté, au cours des derniers mois, d'imposer un mécanisme renforçant son influence sur le passage des navires. Il aurait notamment été question d'autorisation préalable, de frais de transit ou d'un contrôle accru exercé par les forces iraniennes. Une telle évolution aurait été inacceptable pour Washington et pour les États du Golfe, car elle aurait donné à l'Iran un levier économique considérable sur le commerce international. Le compromis évoqué dans le récit présenté serait plus complexe qu'une simple réouverture du détroit. Selon des diplomates cités par la source, les navires entrant dans le Golfe Persique pourraient utiliser une voie située dans les eaux iraniennes, tandis que les navires en sortant emprunteraient une route située du côté omanais. L'Iran conserverait donc un rôle défini dans l'organisation du trafic, mais les gardiens de la révolution n'obtiendraient pas le contrôle exclusif des deux directions de circulation. Sur le papier, cette formule pourrait permettre à chaque camp de revendiquer une victoire. Donald Trump pourrait affirmer qu'il a rétabli la liberté de navigation grâce à la pression militaire. Les dirigeants iraniens pourraient soutenir qu'ils n'ont pas abandonné leur souveraineté maritime. Les monarchies du Golfe pourraient éviter une guerre menaçant directement leurs installations pétrolières, leurs ports, leurs raffineries et leurs usines de dessalement. Mais le véritable problème ne se trouve pas uniquement dans le texte d'un éventuel accord. Il se trouve dans son application. Le ministère iranien des Affaires étrangères peut négocier une formule diplomatique, il peut participer à des discussions avec les États-Unis, le Qatar, Oman ou d'autres médiateurs. Mais les forces capables d'inspecter, d'intimider, de saisir ou d'attaquer des navires ne dépendent pas toutes directement des diplomates iraniens. Une grande partie de ce pouvoir
appartient aux gardiens de la Révolution. Cela soulève une question déterminante. Les gardiens respecteront-ils un arrangement négocié par le gouvernement civil iranien si cet arrangement limite leur influence sur le détroit? Pour le savoir, les déclarations ne suffiront pas. Il faudra observer les mouvements réels en mer. Les pétroliers recommenceront-ils à traverser la zone? Les compagnies d'assurance réduiront-elles leurs primes? Les menaces radio cesseront-elles? Les navires pourront-ils passer sans demander une autorisation exceptionnelle et sans payer de nouvelles taxes? Les forces iraniennes respecteront-elles les voies de navigation définies? Si les navires ne reviennent pas, l'accord restera essentiellement politique. Si le trafic reprend réellement, cela pourrait représenter le premier signe d'une désescalade concrète. Mais même un succès à Hormuz ne réglerait pas la question la plus dangereuse, le programme nucléaire iranien. Donald Trump présente la réouverture du détroit et la fin de la menace nucléaire comme les deux éléments d'un même règlement. Pourtant, il s'agit de deux négociations profondément différentes. Un accord maritime peut établir des voies de navigation, des procédures de communication, des règles d'inspection et des mécanismes permettant d'éviter les incidents. Un accord nucléaire doit répondre à des questions beaucoup plus difficiles. L'Iran acceptera-t-il de limiter ou d'arrêter l'enrichissement de l'uranium? Que deviendront les stocks déjà accumulés? Seront-ils détruits, dilués ou transférés hors du territoire iranien? Les inspecteurs internationaux auront-ils accès aux sites souterrains? Combien de centrifugeuses resteront opérationnelles? Comment les violations seront-elles détectées? Et surtout, quelles seront les conséquences si Téhéran refuse de respecter ses engagements? À ce stade, les informations présentées ne permettent pas d'affirmer qu'un accord détaillé existe sur ces sujets. Le gouvernement iranien peut accepter de discuter du détroit, des sanctions économiques ou de certaines garanties régionales, sans pour autant accepter les exigences américaines concernant le nucléaire. Dans le passé, Téhéran a souvent tenté de séparer les différents dossiers, négocier sur certains sujets pour obtenir un allègement de la pression, tout en protégeant les programmes considérés comme essentiels à la survie du régime. La bataille actuelle est donc aussi une bataille de communication. Pour Washington, la suspension de la frappe prouverait que la menace militaire fonctionne. Les États-Unis auraient montré leur capacité à lancer une attaque massive, poussant l'Iran et les puissances régionales à rechercher un compromis. Pour Téhéran, reconnaître cette version serait extrêmement dangereux. Le régime iranien a construit une grande partie de sa légitimité sur l'image de la résistance. Il ne peut pas facilement admettre que la menace d'un bombardement américain l'a obligé à faire des concessions. Les responsables iraniens doivent donc présenter tout arrangement comme une reconnaissance de leur puissance et non comme une capitulation. Cette différence de récit ne signifie pas nécessairement qu'aucune discussion n'a eu lieu, mais elle montre qu'il n'existe pas encore de compréhension commune de ce qui a été accepté. Plus profondément encore, cette contradiction révèle la fragmentation du système iranien. L'Iran possède toujours un président, des ministères, un parlement, un corps diplomatique et une armée régulière. Mais les gardiens de la révolution contrôlent une partie considérable des moyens militaires, économiques et politiques du pays. Leur influence dépasse largement le rôle traditionnel d'une force armée. Ils disposent de leur propre structure économique, de réseaux de renseignement, de capacités balistiques et de liens directs avec des organisations armées dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Le ministère des Affaires étrangères peut vouloir éviter une guerre dévastatrice. Des responsables économiques peuvent craindre l'inflation, les pénuries, les perturbations du transport et la colère de la population. L'armée régulière, appelée Artesh, peut avoir des priorités différentes. Mais les factions les plus dures des gardiens de la Révolution peuvent considérer qu'un compromis affaiblirait leur pouvoir et leur idéologie. C'est ici qu'apparaît une possible explication de la méthode employée par Washington. Peut être que les États-Unis ne cherchent pas seulement à détruire une installation nucléaire ou une usine de missiles, cherche-t-il à désorganiser progressivement la structure du pouvoir iranien? Dans cette hypothèse, la succession de menaces, de préparatifs militaires et de suspensions diplomatiques ne serait pas improvisée. Elle aurait pour but de maintenir le régime dans une incertitude permanente. À chaque nouvelle menace, l'Iran doit mobiliser ses défenses, déplacer ses équipements, protéger ses responsables et préparer ses réseaux alliés.
Cela coûte de l'argent, perturbe l'économie et augmente la tension entre les différentes institutions. Dans le même temps, l'ouverture d'une porte diplomatique peut approfondir les divisions internes. Les responsables les plus pragmatiques peuvent estimer qu'un compromis est nécessaire pour éviter la destruction des infrastructures du pays. Les factions les plus radicales peuvent dénoncer toute négociation comme une trahison. L'armée régulière peut s'interroger sur le prix qu'elle doit payer pour protéger les intérêts politiques des gardiens de la Révolution. Si tel est le calcul américain, la suspension de la frappe n'est pas nécessairement un signe de faiblesse. Elle pourrait constituer un outil destiné à tester la cohésion du régime, mais cette stratégie comporte un risque majeur. Plus le système iranien se fragmente, plus il devient difficile de savoir qui contrôle réellement les forces armées et les organisations alliées. Une milice locale, un commandant des gardiens ou un groupe opérant au Liban, en Irak ou au Yémen pourrait lancer une attaque sans que les diplomates iraniens aient décidé du moment exact. Un seul missile pourrait alors détruire plusieurs semaines de négociations. La situation au Liban illustre parfaitement ce danger. Selon le récit présenté, 4 membres du Hezbollah seraient sortis d'un réseau de tunnels dans la zone de la crête d'Ali Taher, au sud du Liban. Les forces israéliennes auraient ouvert le feu, tuant 2 combattants, tandis que les recherches se poursuivaient pour retrouver les 2 autres. Un officier israélien aurait été modérément blessé pendant l'affrontement. À première vue, cet incident peut sembler limité. Pourtant, sa signification stratégique est importante. Il suggère que le réseau souterrain du Hezbollah reste actif, malgré les opérations israéliennes. Des combattants seraient encore capables de circuler dans des secteurs proches de la frontière, de tenter de préserver leur position et potentiellement de reconstruire des infrastructures militaires. Pendant que Washington et Téhéran parlent d'un accord, le réseau régional iranien reste donc armé. Le transcript affirme également que l'Iran aurait utilisé une période de cessez-le-feu pour préparer une stratégie de réponse progressive en cas de reprise des frappes américaines. Le but ne serait pas nécessairement de lancer immédiatement une attaque totale, mais d'élargir lentement le champ de bataille afin d'augmenter le coût économique et militaire de la guerre. Cette stratégie pourrait relier plusieurs fronts. Des missiles auraient été lancés en direction d'une base américaine en Jordanie, des drones auraient visé des installations énergétiques saoudiennes, des navires transportant du gaz auraient été attaqués près d'un port égyptien. Des milices irakiennes auraient intensifié leurs opérations tandis que les Houthis menaçaient la navigation et les intérêts saoudiens depuis le Yémen. Ces éléments doivent être présentés avec prudence car toutes les responsabilités et tous les bilans ne sont pas nécessairement confirmés de manière indépendante. Mais ils illustrent le fonctionnement général du réseau iranien. La force Al-Quds n'a pas besoin de commander chaque attaque depuis une seule salle d'opération. Elle peut fournir des armes, des conseillers, des renseignements, des moyens de communication et une direction stratégique générale. Les groupes locaux conservent ensuite une certaine liberté pour choisir le moment, la cible et la méthode. Cette structure offre à Téhéran un avantage évident. Elle permet au régime de nier une responsabilité directe. Mais elle constitue également une faiblesse. Plus une organisation possède d'autonomie, plus elle peut agir à un moment politiquement désastreux pour l'Iran. Les États du Golfe comprennent parfaitement ce risque. L'Arabie saoudite ne souhaite pas nécessairement sauver le régime iranien. Elle veut que le détroit d'Ormuz reste ouvert et que les capacités offensives de Téhéran soient réduites. Mais elle sait également qu'en cas de guerre, les premières représailles pourraient viser les installations saoudiennes. Les champs pétroliers, les ports, les bases américaines et les usines de dessalement sont des cibles vulnérables. Une frappe américaine peut donc affaiblir l'Iran tout en exposant immédiatement les partenaires de Washington. C'est pourquoi Mohammed Ben Salman aurait fortement encouragé Donald Trump à suspendre l'opération. Cette pression n'est pas un soutien à Téhéran. Elle reflète une réalité géographique. Les États-Unis peuvent lancer une attaque depuis une grande distance, mais les pays du Golfe doivent vivre à côté de l'Iran le lendemain. L'autre zone extrêmement dangereuse se trouve désormais à la frontière entre l'Irak et la Syrie. Pendant des années, le corridor reliant Al-Qaïm en Irak à Al-Boukamal en Syrie a été essentiel pour le déplacement de combattants, d'armes, de missiles et de matériel en direction du Hezbollah. Cette route permettait de relier l'Iran à l'Irak, puis à la Syrie et au Liban. Selon les informations présentées, les nouvelles autorités syriennes chercheraient maintenant à fermer cette ligne logistique.
elles auraient renforcé leur position face à l'Irak et averti que toute attaque lancée depuis le territoire irakien recevrait une réponse armée. Damas redouterait particulièrement l'entrée de milices chiites pro-iraniennes. Certaines factions auraient menacé d'intervenir en Syrie si les nouvelles autorités syriennes tentaient d'affaiblir le Hezbollah ou de couper les réseaux liés à Téhéran. Le gouvernement irakien affirme de son côté que son territoire ne doit pas être utilisé pour attaquer les pays voisins. Mais le problème est que Bagdad ne contrôle pas toujours complètement les milices opérant sur son propre territoire. Il existe donc un écart dangereux entre la politique officielle de l'État irakien et la puissance militaire réelle de certains groupes armés. Un affrontement local sur cette frontière pourrait rapidement impliquer plusieurs acteurs. Les forces syriennes, les milices irakiennes, les réseaux iraniens, les forces américaines présentes dans la région et Israël, surtout si des armes destinées au Hezbollah transitent à nouveau par ce corridor. Cela ne signifie pas qu'une guerre générale entre la Syrie et l'Irak a déjà commencé, mais les déploiements, les menaces et la concentration de forces créent les conditions d'une escalade rapide. Cette crise ne reste d'ailleurs plus limitée au Moyen-Orient. La guerre en Ukraine, le partenariat militaire entre la Russie et l'Iran et les besoins croissants en défense aérienne relient désormais directement plusieurs théâtres. L'Ukraine a acquis une grande expérience dans la détection et l'interception des drones de conception iranienne, notamment ceux de la famille Shahed. Les forces ukrainiennes ont étudié leur profil de vol, leur système de navigation, leur vulnérabilité face au brouillage et les méthodes permettant de les détruire à moindre coût. Selon la source, des équipes ukrainiennes partageraient certaines de ces connaissances avec plusieurs pays du Moyen-Orient. Mais la circulation de la technologie fonctionne dans les deux directions. L'Iran aurait fourni des drones et des technologies militaires à la Russie. Les ingénieurs russes auraient ensuite amélioré certains éléments, notamment la résistance au brouillage, les méthodes de production et les systèmes de navigation. Ces améliorations pourraient ensuite revenir vers l'Iran. Une arme testée au-dessus des villes ukrainiennes peut donc réapparaître au Moyen-Orient dans une version plus dangereuse. La Russie a également intérêt à voir la pression occidentale se disperser. Une guerre prolongée contre l'Iran pourrait faire monter les prix du pétrole, détourner l'attention de l'Ukraine et consommer une partie des stocks occidentaux d'intercepteurs. Chaque missile Patriot utilisé pour protéger une base dans le Golfe ou une ville israélienne est un missile qui n'est pas disponible ailleurs au même moment. Le transcript rapporte également qu'un responsable militaire américain aurait demandé des moyens navals supplémentaires afin de maintenir la défense antimissile autour d'Israël sans affaiblir les autres responsabilités des États-Unis. Cela ne signifie pas que Washington abandonne Israël. Cela montre simplement qu'une mobilisation prolongée coûte extrêmement cher et oblige les États-Unis à répartir des ressources qui ne sont pas illimitées. Enfin, la crise de Ceuta révèle une autre forme de vulnérabilité européenne. Selon les chiffres cités dans le récit, entre 50 000 et 60 000 personnes auraient traversé depuis le Maroc en environ 48 heures. Certaines auraient nagé autour des installations frontalières, tandis que d'autres seraient passées par des points de contrôle totalement débordés. Ceuta ne compte qu'environ 80 000 habitants. L'arrivée soudaine d'un nombre aussi important de personnes aurait donc représenté un choc majeur pour la ville. Les centres d'accueil auraient rapidement été saturés, les procédures d'identification perturbées et les autorités espagnoles contraintes de déployer des soldats et des membres de la garde civile. La source évoque également au moins 67 morts ainsi que l'installation d'une barrière maritime flottante. Mais il est essentiel de ne pas déformer le lien entre cette crise et l'Iran. Rien dans les éléments présentés ne prouve que Téhéran ait organisé les mouvements vers Ceuta. Rien ne permet non plus d'affirmer qu'une organisation islamiste aurait coordonné l'ensemble de la vague. Plusieurs facteurs seraient intervenus, une décision judiciaire espagnole mal comprise, une rumeur affirmant que les personnes arrivées par la mer ne pourraient plus être renvoyées, l'amplification de cette rumeur par des passeurs, le chômage et le manque de perspective parmi une partie de la jeunesse marocaine. Certains migrants auraient également affirmé que les forces marocaines étaient restées passives ou les avaient dirigées vers la frontière. Mais cela ne constitue pas une preuve vérifiée que Rabat aurait organisé toute l'opération. Le lien avec la confrontation iranienne est donc indirect. L'Europe doit faire face en même temps à la guerre en Ukraine, à la pression sur les prix de l'énergie, aux besoins de défense aérienne, aux crises migratoires, aux réseaux criminels et au terrorisme.
Ces menaces se disputent les mêmes ressources financières, militaires et politiques. Une frontière peut être saturée sans chars ni missiles. Une rumeur, un mouvement humain massif et un contrôle temporairement affaibli peuvent obliger un gouvernement à mobiliser son armée, provoquer des divisions politiques et déstabiliser une alliance. Il faut également distinguer clairement migration et terrorisme. La majorité des personnes ayant tenté d'entrer à ce tas semblaient rechercher du travail, un statut légal ou une vie meilleure. Les présenter toutes comme des extrémistes serait faux, dangereux et stratégiquement contre-productif. Le risque apparaît lorsqu'un mouvement massif et non contrôlé crée des angles morts pouvant être exploités par des passeurs, des criminels, des recruteurs radicaux ou des facilitateurs terroristes. L'Europe doit donc protéger ses frontières, identifier les personnes qui entrent, démanteler les réseaux criminels et surveiller les activités extrémistes. Mais elle doit le faire sans transformer toute une population en ennemie. Confondre systématiquement immigration, islam et terrorisme rendrait le travail du renseignement moins précis et offrirait aux organisations extrémistes un puissant outil de propagande. Toutes ces crises montrent finalement la même chose. Le système international est soumis à une pression simultanée sur plusieurs fronts. Donald Trump a peu être ouvert une fenêtre diplomatique avec l'Iran. Mais cette fenêtre reste extrêmement étroite. Un accord peut encore être détruit par une attaque contre un navire, un missile tiré par une milice, une opération du Hezbollah, un affrontement sur la frontière syro-irakienne ou une décision prise par une faction iranienne refusant les compromis négociés par les diplomates. La décision de suspendre la frappe peut être interprétée de plusieurs manières. Elle peut représenter un recul tactique sous la pression des États du Golfe, elle peut traduire la crainte d'une guerre régionale impossible à contrôler, elle peut être une tentative de protéger les marchés énergétiques. Elle peut également faire partie d'une stratégie destinée à tester les divisions internes du pouvoir iranien. La réalité est probablement une combinaison de ces différents facteurs. Le succès de la décision américaine ne sera pas mesuré par les discours de Washington ni par les moqueries de Téhéran. Il sera mesuré par des résultats concrets. Le détroit d'Ormuz restera-t-il réellement ouvert? Les pétroliers pourront-ils circuler sans intimidation? Les gardiens de la révolution respecteront-ils les arrangements négociés? Les milices réduiront-elles leurs opérations? L'Iran acceptera-t-il des mécanismes crédibles de contrôle nucléaire? Israël pourra-t-il réduire son niveau d'alerte? La frontière entre la Syrie et l'Irak cessera-t-elle de se transformer en nouvelle ligne de feu? Pour l'instant, aucune de ces questions ne possède de réponse définitive. Une attaque peut être annulée par la décision d'un président, mais une confrontation régionale construite autour de missiles, de milices, de tunnels, de corridors clandestins, de routes maritimes et de centres de pouvoir concurrents ne peut pas être arrêtée par une simple annonce. Le Moyen-Orient n'est donc pas encore entré dans la paix. Il se trouve dans une pause armée, fragile et dangereuse, où chaque acteur tente de présenter l'hésitation de l'autre comme une faiblesse. Et dans une telle situation, il suffit parfois d'un seul incident, d'un seul commandant ou d'un seul missile pour remettre toute la région sur le chemin de la guerre. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.